Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je sais que certains d'entre vous parlent anglais, mais je sais aussi qu'il y a des interprètes. Alors, j'ai choisi de parler français. On m'a dit que la majorité d'entre vous parlaient français, mais j'ai fait mes dias. J'espère on va voir dans un instant en anglais. Est-ce qu'il est possible d'avoir la projection? Merci. Et je vais essayer de vous fournir quelques éléments utiles de contexte en partant des données scientifiques à propos des changements climatiques et en me fondant bien sûr sur le dernier rapport du GIEC, GIEC en français, IPCC en anglais. C'est la même chose, je le dis pour les interprètes parce que ce n'est pas toujours connu. Et d'abord, deux petits mots pour rappeler ce qu'est le GIEC, qui a été créé il y a un peu plus de 25 ans. Non pas pour faire des recherches supplémentaires sur les changements climatiques, mais pour faire quelque chose qui, d'une certaine manière, est encore plus original, à savoir fournir aux décideurs politiques, aux décideurs économiques, aux citoyens du monde entier, les informations les plus solides, les plus objectives à propos de ce qui fait consensus dans la communauté scientifique et aussi de ce sur quoi, les petits sujets éventuels sur lesquels il n'y a pas d'accord. Le GIEC est aussi, fait aussi l'inventaire et l'évaluation des options dans le domaine de l'action, aussi bien dans la catégorie de l'adaptation au changement climatique, pour diminuer la gravité des conséquences des changements climatiques, que du côté de la prévention, donc du côté des réductions d'émissions. Il doit le faire d'une manière neutre, sans recommander d'utiliser telle option plutôt qu'une autre, ça c'est le travail des décideurs politiques, mais en fournissant toutes les informations utiles pour que ces décisions soient prises dans les meilleures conditions. Les trois grandes questions auxquelles le GIEC essaye de répondre sont les suivantes. Qu'est-ce qui se passe dans le système climatique? Quels sont les risques? Qu'est-ce qui peut être fait? Les 4 messages principaux qui ressortent de ces 5000 pages de rapport, parce que les 3 volumes du GIEC, pour son dernier rapport qui a été finalisé au mois d'octobre, font à peu près 5000 pages, sont les suivants. L'influence humaine sur le climat est claire, sur le système climatique est claire. La poursuite des émissions de gaz à effet de serre va augmenter la probabilité d'obtenir des impacts, des conséquences graves, répandues et dans certains cas irréversibles, aussi bien pour les populations que pour les écosystèmes. Et en ce qui concerne les populations, comme je le redirai encore plus tard, ce sont toujours les pauvres qui subissent les premiers les conséquences. Les changements climatiques constituent une menace pour le développement durable, mais il y a toutefois de nombreuses opportunités pour intégrer les efforts d'atténuation, d'adaptation, mais aussi la poursuite d'autres objectifs sociétaux importants qui peuvent être, par exemple, la création d'emplois, le développement de l'accès à l'énergie, à de l'eau propre, à de l'air propre. Et il est possible donc d'intégrer la poursuite de ces différents objectifs avec la lutte contre les changements climatiques et l'adaptation à la partie des changements climatiques que l'on ne pourra pas éviter. Enfin, l'humanité a les moyens de limiter les changements climatiques et de construire un monde plus durable et plus résilient. Et donc, ce qui n'est pas écrit là, mais qui est sous-entendu, c'est que ce qui manque et qui va être discuté aujourd'hui et à Paris à la fin de l'année, c'est la volonté politique pour mettre en œuvre ces moyens qui existent pour réaliser tout cela. Qu'est-ce qui se passe dans le système climatique? Je ne vais pas vous montrer des courbes de température. Tout le monde sait bien que la température monte, que le niveau des mers monte. Donc, je vais être très bref sur ce sujet. Juste 2 photos. Une photo d'un glacier en Alaska en 1961 et la photo suivante, prise du même endroit 40 ans plus tard. Ça, c'est le comportement des glaciers
de la plupart des glaciers dans le monde aujourd'hui. Les événements extrêmes, en tout cas certains types d'événements extrêmes, se multiplient, en particulier les vagues de chaleur, les événements de pluie très intenses, en particulier le Chili, qui est représenté ici par l'ancien président Lagos, a été victime il y a quelques semaines de pluies très violentes, très intenses, qui sont caractéristiques de quelque chose qui malheureusement devient de plus en plus fréquent dans un climat qui se réchauffe. Pourquoi tout cela se passe? Eh bien, très largement, en tout cas pour les 50 dernières années, parce que la concentration de gaz, la concentration de CO2 en particulier, le CO2 étant un gaz à effet de serre qui piège la chaleur et réchauffe le climat, est sans précédent au cours des 800 000 dernières années, comme vous montre ce graphique, s'il veut bien rester stable. Vous voyez l'évolution. La ligne verticale, tout à la fin du graphique, vous montre l'évolution depuis 150 ans. Nous avons atteint maintenant la valeur de 400 parties par million dans l'atmosphère, alors que jamais, pendant ces 800 000 ans, la concentration n'a dépassé 300 ppm. Et c'est le résultat des activités humaines, puisque nous avons perturbé ce grand cycle biogéochimique qui est représenté ici avant perturbation. Je ne vais évidemment pas entrer dans tous les détails, mais en substance, les systèmes naturels, les océans, la végétation émettent chaque année un petit peu moins de 200 milliards de tonnes de carbone, mais absorbent aussi chaque année autant. Donc, avant perturbation, ce cycle était parfaitement équilibré et la concentration au cours des 10 000 ans, en tout cas, qui ont précédé la révolution industrielle a été stable. Ce qui se passe depuis la révolution industrielle, c'est que nous rajoutons du CO2 dans l'atmosphère plus vite, beaucoup plus vite que ce que les systèmes naturels ne peuvent absorber. Les systèmes naturels absorbent à peu près la moitié de ce que nous émettons et l'autre moitié, c'est celle qui s'accumule année après année dans l'atmosphère, contribuant à l'augmentation de cette concentration en CO2 que je vous ai montrée. Les conséquences des changements climatiques deviennent de plus en plus visibles depuis les océans jusqu'aux pôles, depuis les régions tropicales jusqu'aux pôles, sur les continents, mais aussi sur les océans. Pensons à ces îles qui ont été ravagées il y a peu par un cyclone tropical dans le Pacifique. Ces conséquences affectent aussi bien les pays riches que les pays pauvres, mais c'est malheureusement une loi assez générale que les populations les plus pauvres sont les premières et les plus touchées, où que ce soit d'ailleurs, aussi bien dans les pays riches que dans les pays pauvres. On va voir la dia suivante. Merci. Le climat du futur va dépendre des choix qui vont être faits dans les années, les décennies qui viennent. Et on peut imaginer, le GIEC a travaillé sur la base de différents scénarios. Vous voyez ici les deux scénarios extrêmes en termes d'évolution de la température pour les 100 prochaines années. Un scénario représenté en bleu ici qui est associé à de fortes émissions de réduction, à des fortes réductions d'émissions de gaz à effet de serre, comme je vais vous le montrer un peu plus tard, ou un scénario rouge qui correspond à l'évolution business as usual. Le scénario rouge nous conduirait à une augmentation de température de 4 à 6 degrés à peu près au-dessus de la température pré-industrielle, alors que le scénario bleu arrive à maintenir le réchauffement sous la barre, à peu près sous la barre des 2 degrés. Alors on pourrait se dire 4 à 6 degrés d'ici la fin du siècle, ce n'est pas grand-chose. Et pour vous montrer que c'est une grave erreur de penser que ce n'est pas grand-chose, je voudrais revenir un instant à la situation de la Terre il y a 20 000 ans. Il y a 20 000 ans, si on retire les nuages, la planète se présentait comme ceci, avec une couche de glace jusqu'à 3 km d'épaisseur, sur l'Amérique du Nord, sur la Scandinavie. Il y a tellement de glace stockée sur les continents à ce moment-là que le niveau des océans est en moyenne 120 mètres plus bas qu'aujourd'hui. Et si je vous montre cela, c'est parce que la différence entre cette planète-là, il y a 20 000 ans, et la planète que nous connaissons aujourd'hui, n'est que de 4 à 5 degrés. Donc 4 à 5 degrés de plus, cela représenterait, évidemment, sous une forme différente, des changements dans l'habitabilité même de notre planète
qui serait d'une ampleur absolument considérable. C'est la géographie même, notamment dans les régions côtières, qui serait affectée, mais c'est aussi les conditions de vie pour aussi bien les populations que les écosystèmes qui changeraient de manière très importante. Il y a 1500 pages dans le dernier rapport du GIEC sur les conséquences des changements climatiques. Je ne vais évidemment pas les parcourir en détail. Quelques grandes catégories: pénurie alimentaire, difficulté d'accès à l'eau, difficultés supplémentaires d'accès à l'eau dans certaines régions, augmentation de la pauvreté, augmentation des migrations, inondations dans les régions côtières sont quelques-uns des exemples de conséquences importantes des changements climatiques. Face à cela, de l'adaptation, des mesures d'adaptation sont déjà en train de se faire, mais l'adaptation a ses limites, comme je voudrais vous le montrer, et c'est peut-être quelque chose dont on parle un peu moins souvent quand on parle du dernier rapport du GIEC. Je voudrais passer une minute à vous expliquer ce que ce diagramme montre. Je vous explique ici la légende d'une figure que nous allons voir ensuite pour une région du monde, l'Afrique en l'occurrence. Et je voudrais vous montrer, je voudrais vous demander, je n'ai malheureusement pas de pointeur ici, mais je voudrais vous demander de vous focaliser sur les deux barres horizontales du bas du graphique qui montrent le niveau de risque pour deux évolutions possibles de la température. La barre la plus basse montre l'évolution du niveau de risque pour une catégorie d'impact donnée. Ici, c'est un exemple théorique, un exemple conceptuel, dans un monde où la température augmenterait de 4 degrés. Et la barre qui est juste au-dessus montre l'évolution du risque pour un monde où la température serait limitée à 2 degrés. Et ce qui est assuré dans la partie droite de chaque barre horizontale, c'est la zone de compression, en quelque sorte, la zone où un gain est possible en termes de réduction du risque grâce à des mesures d'adaptation, d'après l'évaluation faite par les auteurs qui ont travaillé pour le dernier rapport du GIEC sur la base de la littérature scientifique. Alors, soyons plus concrets. Voici, pour une région du monde, je ne peux évidemment pas parcourir l'ensemble du monde maintenant, mais pour une région du monde, l'Afrique, pour 3 domaines clés: les ressources en eau, la sécurité alimentaire, les maladies vectorielles, donc celles qui sont transportées par des vecteurs comme les moustiques par exemple, l'évolution du risque. Encore une fois, regardez les deux barres du dessous. Et je vous demande de vous focaliser sur la zone du milieu, celle qui concerne la sécurité alimentaire. Et regardez la différence entre l'avant-dernière barre et la dernière. Pour l'avant-dernière barre, il est possible de passer du risque élevé à un risque moyen, pas au risque zéro, mais un risque moyen, qui est déjà nettement plus faible, avec des mesures d'adaptation. Mais pour un monde où la température monte de 4 degrés, la marge de manœuvre est beaucoup plus réduite. L'adaptation peut permettre un petit gain, mais on reste dans une zone à risque très élevé. Donc l'adaptation est certainement importante. Il faut faire de l'adaptation le plus possible, bien sûr, et y donner les moyens nécessaires. Mais il y a urgence pour s'assurer que l'on soit plutôt dans un monde où le réchauffement est limité à 2, voire 1,5 degré, comme près d'une centaine de pays le plaident encore aujourd'hui. C'est d'ailleurs aussi une des décisions qui devra être prise, une des décisions qui devront être prises à Paris à la fin de cette année. C'est est-ce que l'objectif est éventuellement revu à la baisse? Est-ce que ça reste 2 degrés ou est-ce que c'est éventuellement revu à 1,5 degré? Or, il y a une difficulté qui a été mise en lumière par le dernier rapport du GIEC, c'est que l'augmentation de la température moyenne, qui est montrée sur l'axe vertical ici, est en fait une fonction, et c'est quelque chose qui a vraiment été mis en lumière par le dernier rapport, et c'est un élément nouveau, est une fonction de l'axe horizontal qui est le cumul des émissions depuis la révolution industrielle. Et donc, si on veut limiter la température, par exemple, à 2 degrés, eh bien, on peut, bon, évidemment, il y a une petite incertitude, mais prenons à peu près le milieu de la zone rose qui est là, on peut voir à quel total
cela correspond pour les émissions totales de CO2. Et c'est ce qui conduit à ce concept de budget carbone ou de budget CO2. Le budget CO2, pour rester avec une probabilité d'au moins 2/3, ce qui, entre parenthèses, n'est pas une probabilité très élevée entre nous. Hein, si je vous dis que vous avez 2/3 de chances de sortir vivant d'un passage pour piétons ici à Paris, je ne suis pas sûr que vous allez traverser. Hein. Donc, avec cette probabilité-là, le budget, c'est un petit peu moins de 3 000 milliards de tonnes de CO2. La difficulté, c'est que près des 2/3 de ce budget ont déjà été émis. Donc, il reste 1 000 milliards de tonnes de CO2 qui peuvent, entre guillemets, suivant les lois du cycle du carbone, hein, ce n'est pas un jugement de valeur, hein, c'est si on veut rester sous 2 degrés, avec ce niveau de probabilité-là, le budget carbone qui reste est de l'ordre de 1 000 milliards de tonnes de CO2. Ce n'est pas un chiffre négociable. Ce qui est négociable, c'est le niveau de probabilité que l'on peut choisir, c'est l'objectif, mais le chiffre de 1000, ces autres choix étant faits, n'est pas négociable. Bon, 1000, avec des émissions qui sont de près de 40 milliards de tonnes par an pour le seul CO2, et ça dit bien que l'urgence est grande. Ce que montre aussi ce graphique-ci, qui traduit en trajectoire possible d'émissions le scénario bleu dont je parlais tout à l'heure, hein, celui qui permet de stabiliser le réchauffement à 2 degrés. Et vous voyez que cette trajectoire croise la ligne du zéro, qui est là, bien avant la fin du siècle, montre qu'il faudrait, si on veut rester en dessous de 2 degrés, avoir des émissions globalement nulles ou même négatives avant la fin du siècle, ce qui est évidemment, à première vue, quelque chose de très difficile à obtenir. Et pourtant, le 3e groupe de travail du GIEC a montré dans son rapport qu'il était possible, techniquement et économiquement, de rester sous la barre des 2 degrés, avec une probabilité d'au moins 2/3, mais cela veut dire réduire les émissions de CO2 de 40 à 70%, de CO2 et d'autres gaz à effet de serre de 40 à 70% par rapport au niveau 2010 d'ici le milieu du siècle, et d'arriver à des émissions nulles ou négatives bien avant la fin du siècle. Je voudrais bien la dia suivante, mais elle n'arrive pas. Ce qui montre que les changements doivent être très ambitieux et que le niveau d'ambition doit être élevé. En particulier, à cause de cette relation entre le réchauffement et le total des émissions, chaque année que l'on perd à ne pas réduire les émissions, c'est une année de plus pendant laquelle on a émis 40 milliards de tonnes de CO2, voire un peu plus. Et ça donc limite d'autant la marge de manœuvre plus tard. Donc retarder le moment où le pic est atteint et où on commence à décroître est une source de grande difficulté pour l'atteinte de l'objectif de 2 degrés, voire 1,5 degré. Et l'ambition avant 2020 est aussi importante dans ce contexte. Il ne faudrait pas l'oublier en se focalisant exclusivement sur ce qui se passerait après 2020. Il y a dans le 3e rapport du GIEC, dans le 3e volume du dernier rapport du GIEC, plus exactement, aussi à peu près 2000 pages dans ce cas-là, d'analyse des options qui permettraient de réduire les émissions dans le domaine de l'efficacité énergétique, de la promotion des énergies bas carbone, l'amélioration des puits de carbone, donc la lutte contre le déboisement et les efforts de reboisement en particulier, les changements de comportement, l'utilisation d'outils économiques que je ne développe pas ici parce que je n'en ai pas le temps. Cela requerrait des changements institutionnels et des changements en termes d'investissement majeurs pour arriver en 2050 à plus d'un quadruplement de la part des énergies bas carbone dans le mix énergétique mondial, avec une estimation, par exemple, des changements nécessaires en termes d'investissement, donnés ici en milliards de dollars américains par an, pour la période entre 2010 et 2029,
une très grande augmentation des investissements dans l'efficacité énergétique, par exemple. C'est dans ce domaine-là que les investissements, l'augmentation des investissements serait la plus productive, et au contraire, du côté de l'extraction, à l'autre extrême, du côté de l'extraction des combustibles fossiles, une diminution de l'ordre de 120 milliards de tonnes. Je voudrais encore avoir la dia suivante, mais elle ne passe pas. Voilà. Le GIEC, dans son troisième rapport, insiste aussi sur le fait qu'il y a de nombreux co-bénéfices possibles si les mesures sont prises intelligemment. Par exemple, dans le domaine d'une amélioration de la qualité de l'air et donc des effets positifs sur la santé. Je voudrais encore une fois la dia suivante. Merci. Le GIEC a aussi montré qu'à condition qu'il y ait une coopération internationale intense et efficace, tout cela pourrait se faire à un prix très modéré, une réduction presque négligeable de l'évolution du PNB mondial, moins de 0,06% par an, sans compter le bénéfice en termes de dégâts évités. En reconnaissant aussi que si on ne faisait pas d'efforts pour limiter les changements climatiques, ce serait des risques par rapport au développement durable lui-même et aux efforts pour éliminer la pauvreté. Encore une fois, la dia suivante ne passe pas, mais le GIEC a insisté sur l'importance pour arriver à ce faible coût de la coopération internationale la plus efficace, en insistant sur le fait que si chacun agissait de son côté, les effets en termes de réduction d'émissions seraient beaucoup moins grands, insistant aussi sur le fait qu'un accord avait beaucoup plus de chances de se faire, ce que tous les négociateurs aux Nations Unies savent bien, s'il était perçu comme équitable. Le dernier rapport du GIEC a d'ailleurs passé pas mal de temps et d'énergie à explorer ces questions d'équité, de justice dans le domaine des changements climatiques. Je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails, mais je pense que ces dias vont vous être distribués. Et donc, sachez que c'est un domaine qui a été exploré en long et en large par le GIEC dans son dernier rapport. Je n'ai pas le temps. Je voulais vous dire quelques mots de mon projet pour le GIEC, puisque vous savez peut-être que je suis candidat pour devenir président du GIEC au mois d'octobre. Je ne vais pas dépasser davantage le temps qui m'a été imparti. On a perdu un petit peu de temps avec les problèmes techniques, mais vous avez sur le site qui est là, vous pouvez trouver les dias. Ces dias-ci, elles seront là d'ici quelques heures, et vous pouvez aussi trouver mon programme électoral pour le GIEC. Merci beaucoup pour votre attention.